Bonsoir et bienvenue sur Euronews pour ce nouveau quart d'heure d'information. Tout de suite, on regarde le sommaire de cette édition très européenne du jeudi 23 mai. Les Britanniques et les Néerlandais aux urnes, c'est parti pour les élections européennes. Les deux pays ouvrent le bal. Jusqu'à dimanche, plus de 400 millions d'Européens sont appelés à choisir leurs députés pour les 5 prochaines années. Theresa May démissionnera-t-elle dès demain? La première ministre britannique n'arrive toujours pas à faire passer son accord sur le Brexit et un ministre de plus vient de quitter son gouvernement. Ambiance crépusculaire au 10 Downing Street. Le Portugal, Malte ou encore l'Irlande, pourquoi ces États membres ne sont-ils pas touchés par la percée annoncée des populistes aux européennes? Décryptage dans ce journal avec notre correspondant à Bruxelles. C'est l'ironie de l'histoire. Les Britanniques ne pensaient pas devoir participer aux élections européennes. Il y a 3 ans, ils avaient majoritairement voté pour une sortie de l'Union européenne. C'est donc dans un climat plombé par le Brexit que les bureaux de vote se sont ouverts. Audrey Tilve. Un scrutin organisé en catastrophe et des élus qui pourraient ne siéger que quelques semaines au Parlement européen. Si le Royaume-Uni est l'un des 2 pays à avoir ouvert le bal des européennes ce jeudi, il est aussi celui qui vit l'élection la plus ubuesque. Theresa May est en sursis et le très eurosceptique Nigel Farage en embuscade. Son nouveau parti est donné grand favori. Quant aux travaillistes de Jeremy Corbyn, ils espèrent sauver les meubles, mais arriveront loin derrière les libéraux-démocrates de Vince Cable, à en croire les sondages. Pas plus tard que mercredi, Theresa May a dû se rendre à l'évidence après une énième démission dans son gouvernement et retarder le vote sur son projet de divorce avec l'Union. 3 ans après le référendum sur le Brexit, difficile pour des électeurs déboussolés d'y croire vraiment, quel que soit leur choix. Si nous finissons par partir, et d'après ce qu'ils disent, ce sera le cas plus tard cette année, à la fin octobre, alors cette élection aura été la dépense d'argent la plus inutile qu'on ait jamais vue. Mais dans tous les cas, est-ce que vous avez l'impression que les gens votent aujourd'hui? Il fallait tenir cette élection aujourd'hui parce que nous étions censés quitter l'Union européenne à une date précise et que ça ne s'est pas fait. Oui, c'est ridicule, mais que peut-on y faire? C'est aux responsables politiques et aux représentants de ce pays de trouver la solution. Le Royaume-Uni enverra de nouveau 73 députés au Parlement européen, le temps pour Theresa May ou plus probablement son successeur de trouver la porte de sortie de l'Union européenne. Le sort de Theresa May éclipse également ce scrutin européen. La première ministre britannique est de plus en plus affaiblie. Nouveau recul sur le Brexit, nouvelle démission parmi ses ministres. Ses heures à la tête du gouvernement britannique semblent compter. Les précisions de Sandrine Delorme. En ce jour de vote des Européennes au pays du Brexit, Theresa May ne doit plus savoir à quel saint se vouer. Son plan de la dernière chance pour le Brexit a été rejeté par les députés et lui a valu une nouvelle démission. Andrea Leadsom quitte le navire et ce départ n'aide en rien le processus de Brexit. Dans sa lettre de démission, l'ex-ministre en charge des relations avec le Parlement dit ne plus croire que l'approche du gouvernement aboutira. Je soutiens totalement le Brexit depuis 3 ans et je ne pouvais pas, en tant que leader de la Chambre des communes, prendre la parole demain et dénoncer un projet de loi qui, à mon avis, contient des éléments que je ne peux soutenir et qui ne correspondent pas au Brexit. Cette démission était difficile à accepter pour la première ministre britannique qui avait déjà eu une journée très dure à la Chambre des communes. Hier, Theresa May a eu droit à de vives réactions, que ce soit de la part de ses adversaires habituels. Ce gouvernement est trop faible, trop divisé pour sortir ce pays du pétrin qu'il a créé. Je suis sûr que personne ici ne se laissera berner par les propositions de la Première ministre. Ou de la part de députés de son propre parti conservateur qui mettent en doute l'efficacité de ses décisions. Que dit la Première ministre aux nombreux citoyens qui pensent que le gouvernement aurait dû tenir sa promesse de nous faire sortir le 29 mars, avec ou sans projet de sortie? Mais Theresa May reste ferme contre vents et marées. Je n'ai pas changé d'avis quant à la question d'un deuxième référendum. Je crois que nous devrions mettre en place ce pourquoi la population a voté lors du premier référendum qui a eu lieu sur cette question. Ferme, Theresa May, oui, tout du moins jusqu'à son départ. Les spéculations vont bon train selon le journal The Times. Elle pourrait quitter le gouvernement demain.
Je vous le disais en titre, plus de 400 millions d'électeurs vont voter jusqu'à dimanche, dont 28 pays. Comment les 751 députés européens seront-ils élus? Quel est le poids de chaque État membre dans ce scrutin? Élection européenne, mode d'emploi, c'est un sujet de Stéphanie Morbois. À voter. Près de 427 millions d'électeurs sont appelés à voter à partir de jeudi pour les élections européennes. C'est le plus grand scrutin démocratique organisé dans le monde, après l'Inde et ses 900 millions d'électeurs. En réalité, ce sont 28 élections distinctes qui seront organisées dans chaque État membre de l'UE. Tous les eurodéputés sont élus à la proportionnelle, mais chaque pays est libre d'organiser ce scrutin en fonction de ses traditions. Ainsi, on peut voter dès 16 ans à Malte et en Autriche, à 17 ans en Grèce. Le calendrier électoral est lui aussi fluctuant. Ce sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui ouvrent le bal ce jeudi. Vendredi, ce sont les Irlandais et les Tchèques qui se rendront aux urnes. Samedi, place au vote en Lettonie, à Malte et en Slovaquie. Les Tchèques pourront également voter. Dimanche, ce sera au tour de tous les autres électeurs européens. 21 pays sont concernés. À noter que le vote est obligatoire dans 5 pays. C'est le cas en Belgique, au Luxembourg, en Bulgarie, à Chypre et en Grèce. 751 sièges sont à pourvoir au Parlement européen cette année. Il n'y en aura plus que 705 si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Ce sont les députés allemands qui sont les plus nombreux en raison du poids démographique de l'Allemagne. Les Allemands disposent de 96 sièges. À l'opposé, les plus petits pays de l'UE n'ont droit qu'à 6 sièges chacun. C'est le cas de Malte, de Chypre et du Luxembourg. Principal inconnu de ce nouveau scrutin, le niveau de participation à l'issue des élections. Depuis les premières élections des eurodéputés au suffrage universel direct en 1979, le taux de participation moyen n'a cessé de chuter. Si le scrutin de 1979 a mobilisé 61,99% des citoyens européens, ce taux a baissé sans discontinuer jusqu'à atteindre 42,61% en 2014. Il y a 5 ans, le taux d'abstention avait dépassé les 75% dans la plupart des pays de l'Est de l'Europe. La poussée des populistes est attendue à travers le continent, mais des États résistent. Qui sont-ils et pourquoi leurs citoyens ne sont-ils pas séduits par leur programme? Les explications de notre correspondant à Bruxelles, Grégoire Laurie. Le gouvernement socialiste portugais est un cas d'étude universitaire. En 4 ans, le Premier ministre António Costa a renversé les mesures d'austérité avec le soutien de 2 partis de gauche radicale. Le taux de chômage est à 6% et l'économie progresse plus vite qu'en Allemagne. Les mouvements populistes ont peu de chances de progresser. Pour le ministre en charge des fonds européens, qui pourrait devenir le prochain commissaire portugais, il faut avant tout renforcer le modèle social européen. Au Portugal, nous avons réussi à échapper aux tendances nationalistes et extrémistes parce que nous gouvernons pour le bien de nos citoyens. Au niveau européen, les inégalités n'ont cessé de progresser depuis la création de l'euro et cela a été pire avec la crise financière et les mesures pour y répondre. Le Portugal fait partie de ces 4 pays membres qui ne comptent pas d'élus d'extrême droite au Parlement national. L'Irlande, le Luxembourg et Malte sont dans la même situation. Ces États ont en commun d'avoir de puissants voisins. En plus de la crise financière et de la position géopolitique, la question migratoire participe à la montée de l'extrême droite. Toutefois, certains soulignent que dans ces 4 pays, ce dossier n'est pas un problème, c'est au contraire un atout. Malte a sa propre culture méditerranéenne, mais c'est un lieu de commerce, d'échange qui a toujours été ouvert aux influences pour survivre. De même, le Luxembourg est devenu de plus en plus riche et cherche des travailleurs pour soutenir son économie. L'Irlande et le Portugal sont des pays avec une histoire d'émigration et depuis, ces gens sont revenus en Irlande et au Portugal pour construire leur économie, pour construire leur pays. Malgré tout, des sentiments xénophobes existent dans ces États, mais ces projets politiques ne sont pas portés par des leaders charismatiques. Au Portugal, le commentateur sportif André Ventura mène la liste Basta, qui signifie assez. En Irlande, l'homme d'affaires Peter Casey ne s'excuse pas lorsqu'il se décrit lui-même comme quelqu'un de raciste. Si le charisme n'est pas suffisant pour expliquer la progression extrémiste, qu'en est-il de l'influence de la Russie ?
Si j'étais russe et si je réfléchissais sur quel pays porter mes efforts, je ne pense pas que l'Irlande, le Portugal, Malte et le Luxembourg seraient en haut de ma liste. Dans le même temps, il ne faut pas exagérer le facteur russe. Il est là certainement, mais les facteurs qui alimentent cette question sont finalement internes. Ces 4 pays réunis comptent au total 44 sièges au Parlement européen sur 751, mais leur capacité d'influence est plus grande à la Commission européenne et au Conseil. C'est la fin de notre périple européen. Nos équipes sont arrivées à Bruxelles. On le sait, ces élections ne passionnent pas et le taux d'abstention s'annonce encore élevé. Alors entre résignation et désillusion, reportage à Molenbeek, Maeve McMahon, Jonah Kalgren et Annelise Fantino. Euronews poursuit sa tournée à travers l'Union à l'approche des européennes. Rendez-vous aujourd'hui en Belgique. Le canapé rouge est arrivé à Bruxelles, mais pas encore dans le quartier des institutions européennes. Nous nous sommes d'abord arrêtés dans le centre de Molenbeek. C'est une commune devenue célèbre pour des raisons malheureuses après une série d'attentats à Paris et à Bruxelles. C'est un lieu devancé par sa mauvaise réputation, mais nous avons constaté au cours de notre périple que les choses ne sont pas toujours aussi simples. C'est pourquoi il est vraiment intéressant de parler avec les gens du coin pour savoir ce qu'ils pensent de leur commune, de la politique et des problèmes qui les concernent en général. Oui, on sait très bien qu'il y a les élections ce dimanche, on va même aller voter. Le 26 mai. Moi j'irai aussi, mais moi ce sera pour voter blanc. On vote et ils nous promettent qu'il va nous donner du travail, il va nous aider. Mais la fois passée on a voté, il n'y a rien qui est passé. Donc maintenant on va voter qui va nous aider parce que nous on cherche l'emploi, mais il n'y a pas de travail. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais maintenant on est plus protectionniste. Donc on cherche plus à chercher son intérêt national malheureusement. Donc on pense plus communauté, on pense plus l'Europe, mais on commence plus à penser nation. Donc on voit un petit peu ce qui se passe en France, ce qui se passe en Allemagne. Malheureusement l'Angleterre a déjà marqué le pas avec la scission, avec le Brexit. Il doit faire un peu mieux, quoi. Un peu mieux, mais bon, il y a pire, quoi. Il y a pire. Et c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Pour l'Europe, c'est un peu compliqué pour le moment, ça tire de tous les côtés, mais bon. Voilà. Direction l'Inde à présent, où les nationalistes hindous revendiquent la victoire aux législatives. Le parti du Premier ministre Narendra Modi se dirige vers un 2e mandat à la tête de la démocratie la plus peuplée du monde, Olivier Peggy. Le grand vainqueur des législatives en Inde, c'est lui, Narendra Modi, le Premier ministre sortant. Son parti nationaliste, le BJP, a obtenu une très large majorité, décrochant près de 300 sièges sur les 542 que compte la Chambre basse du Parlement. De quoi gouverner seul, sans avoir à faire d'alliance pour une coalition. Ce succès électoral, c'est avant tout celui de Narendra Modi qui, depuis 5 ans, a personnifié le pouvoir en Inde. Et à 68 ans, il devrait rempiler pour un 2e mandat à la tête du gouvernement. Ce scrutin constitue un nouveau revers pour le parti du Congrès, laminé comme lors des dernières législatives il y a 5 ans. Le chef du parti, Rahul Gandhi, est même battu dans le bastion que sa famille dirigeait depuis près de 50 ans. Il a reconnu sa défaite et félicité Narendra Modi. Ces législatives étaient étalées sur 6 semaines, le temps de permettre aux quelques 900 millions d'électeurs de se rendre aux urnes. D'après les chiffres officiels, le taux de participation dépasse les 67%. Un petit tour par Cannes pour terminer ce journal avec la présentation du 2e film du Mexicain Gaël García Bernal. Chihuahuates est présenté hors compétition. Gaël García Bernal revient derrière la caméra. L'acteur et réalisateur a présenté Chihuahuates, son 2e long métrage à Cannes. Une immersion dans la société mexicaine à travers le quotidien de 2 adolescents qui sombrent dans le crime pour tenter d'échapper à la pauvreté. Le récit d'une génération meurtrie par le désespoir. Ce qui est frappant ici, c'est que l'univers dans lequel ils vivent dans le film est très éloigné de moi, complètement à l'opposé du monde dans lequel j'ai grandi.
J'ai une famille très aimante, contrairement à ses enfants. Et je ne comprends pas comment on peut se construire dans ces conditions. On a envie de savoir ce que ces personnages vont devenir en grandissant dans cet environnement et comment ils sont le fruit du cycle de violence qu'ils subissent. Gaël Garcia Bernal a commencé à écrire le scénario du film il y a près de 10 ans. Le long métrage a été projeté hors compétition sur la Croisette et doit sortir sur grand écran au Mexique d'ici fin juin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Euronews. Excellente soirée et à demain.